Bonjour à tous, bienvenue pour cette émission entièrement dédiée à la culture. Au sommaire, aujourd'hui, tout d'abord les coulisses de la musique baroque à Prangin. Ensuite, on passe du côté obscur de la force avec un crime en eau trouble au château de Nyon, une sorte de Cluedo géant anisé. En milieu de semaine, on s'intéresse à la littérature et plus particulièrement à la bibliothèque sonore des femmes. Et enfin, clap de fin, on rencontre deux réalisateurs nyonnais qui nous parlent de leur nouveau court-métrage. Un nouveau projet autour de la musique baroque est né à Prangin. Pendant une semaine, 8 chanteurs ont pu profiter d'enseignements haut niveau lors de masterclass. Les cours se sont terminés par 2 concerts offerts au temple de Prangin, tandis que le public a pu y assister en tant qu'auditeur libre. Il y a un an que municipal, M. Igor Diakov de la commune de Prangin m'a contacté. Comme je suis pranginoise il y a déjà 8 ans, il m'a contacté en me demandant si j'aurais envie de faire quelque chose, un événement culturel autour de la musique baroque qui est ma spécialité. D'abord pour offrir aux jeunes chanteurs professionnels un coaching de haut niveau, mais en même temps d'inclure la commune pranginoise. Les chanteurs sont hébergés chez les familles de Prangin. Il y a ce contact très personnel. Aussi les écoles qui nous envoient les classes, et en même temps on parle ici de vraiment un travail artistique de haute qualité. On a auditionné 40 chanteurs de partout dans le monde. On a sélectionné 8 de jeunes professionnels qui se sont déjà mis sur la scène dans plusieurs productions, mais ils aimeraient s'approfondir dans le répertoire baroque qui est aujourd'hui très présent sur toutes les scènes internationales. J'ai engagé ma collègue Katerina Sokolova, qui est metteuse en scène, parce que je voulais qu'un chanteur d'opéra doit aussi être très présent sur la scène, gérer dramatiquement ses rôles. Et c'est très important que les jeunes artistes comprennent comment travailler leur rôle. Il n'y a pas toujours assez de temps dans les productions professionnelles et metteurs en scène ne peuvent pas toujours leur offrir cette attention qu'on leur donne ici. Et c'est une école précieuse, en fait, ce qu'on fait ici. C'est un travail d'essayage, ce n'est pas un travail qui est fixé sur la performance, le concert, mais on voulait quand même qu'il y a un but, qu'il y a les 2 concerts, on doit emballer tout ça et présenter sur la scène de notre temple à Prangin, avec très peu de moyens, mais avec une intensité qui est travaillée et développée chez les chanteurs. Finalement, c'est aussi une manière de rendre l'opéra accessible à tout le monde, j'imagine. Exactement, c'était aussi un de nos buts. Si le public a la possibilité de voir comment se crée un travail artistique, ils apprennent de quoi écouter, ils cherchent, ils peuvent plus profiter et aimer cette musique, et ils ont un accès personnel, individuel. L'art est là à nous toucher tous, à nous transformer tous. Elle nous appartient, mais il faut l'assumer.
Crime en eau trouble au château de Nyon. Entre les murs, il flottera comme un parfum de crime ou vapeur anisée. L'association À la Loupe propose 2 soirées jeux d'enquête le 14 novembre, mais aussi le 20 février, qu'on vous présente aujourd'hui en compagnie de nos invités. Sophie Pache, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes la secrétaire générale et co-auteure des scénarios de l'association À la Loupe. Avec nous également Léonore Lovy, responsable logistique de l'association. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors voilà, on parle de Murder Party. On va déjà expliquer ce que c'est pour les gens. Sophie, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est une Murder Party? Alors la Murder Party, c'est comme un Cluedo géant en fait, où chaque protagoniste va incarner un personnage et puis va avoir un morceau de l'intrigue. Donc il va falloir dialoguer ensemble pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, quel a été le crime, qui est le meurtrier, quelle a été l'arme du crime et puis le mobile. Donc c'est vraiment un jeu qui est basé sur les interactions sociales pour comprendre une problématique liée à un crime. On va comprendre comment vous organisez tout ça. En termes de logistique, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses à préparer. Quels sont les gros enjeux que vous devez mettre en avant pour préparer toutes ces aventures finalement? Alors la toute première étape, c'est la création du scénario. Imaginez une histoire, une intrigue, et à partir de ça, y développer des personnages. Là, par exemple, ce scénario Crime en eau trouble, il est destiné à une 50aine de joueurs. Donc, d'un point de vue logistique, il faut aussi s'assurer que tout est cohérent et les personnes, une fois qu'elles sont inscrites, reçoivent ensuite un rôle. En fait, on attribue à chaque participant un rôle et environ 2 semaines avant la soirée, les participants apprennent qui ils sont et ils vont avoir quelques informations sur le parcours de leur personnage afin de les aider à jouer durant la soirée. Une série d'indices est aussi donnée durant la soirée. Là, un journal qui sera donné lors de la soirée. C'est ça, hein, le jeu se construit au fur et à mesure de la soirée, c'est vraiment ça? Tout à fait. Alors, il y a le scénario, il est établi quand même en avance. On sait qui, de notre côté, qui sera le mort, qui est le meurtrier. Et on pense à quelques pistes et fausses pistes qui se développeront durant la soirée, mais il n'y a jamais 2 soirées identiques, parce que selon le caractère de la personne qui endosse un rôle, eh bien, ça peut se passer très différemment. Il n'y a pas de juste et de faux, de toute façon. C'est une surprise pour nous. Alors nous, on a des garde-fous. À certains moments, on sait qu'il faut peut-être qu'on relance certains indices pour faire avancer l'intrigue ou qu'on en retienne d'autres pour pouvoir maîtriser le timing, mais ça va être très dépendant des gens qui participent et puis de l'implication qu'ils mettent et puis leur perspicacité. Ouais, c'est vous justement qui êtes à l'origine de ce sujet Crime en eau trouble. Voilà, j'allais oublier le sujet parce que j'allais y venir. Mes yeux dévient sur l'absinthe, c'est ça, c'est elle qui est mise à l'honneur. Oui, exactement. Alors en fait, c'était dans une collaboration avec la Maison de l'Absinthe. On nous a proposé d'écrire un scénario pour mettre en valeur la fée verte qui a été inventée dans le Val de Travers. Et puis on est 4 co-auteurs à avoir écrit ce scénario qui est plongé dans les années 20. Donc c'est retour en arrière au moment de la prohibition de l'absinthe où il y a des tensions parce que en Suisse, la prohibition est en vigueur et puis comme le Val de Travers vivait exclusivement, en grande partie en tout cas de la culture et production de l'absinthe, il y a toute une série d'agriculteurs qui en douce vont rentrer dans la clandestinité et puis produire de l'absinthe quand même. Contestée ou apprivoisée ou même adorée. À Nyon, elle a un lien justement cette absinthe. Exact, effectivement, il y a le crime de Comigny qu'on cite souvent. C'est une commune du district de Nyon dans lequel il y a un crime comme ça qui a été produit par un vigneron, un jeune vigneron, qui, au début des années 1900, va tuer femmes et enfants après avoir consommé de l'alcool. Et puis, les ligues anti-alcool vont mettre ce crime sur le dos de l'absinthe. Ça va initier des démarches de pétition auprès de la population qui vont être sensibilisées sur ce drame qu'est l'absinthe. Alors, l'histoire dira que ce n'était pas seulement lié à l'absinthe et que c'était vraiment une consommation excessive d'alcool. Mais effectivement, ce meurtrier qui s'appelait Jean Lanfray, je crois, va être incarcéré au Château Nyon dans une des cellules. Et le 14 novembre, on pourra en boire avec modération. Voilà, on vous offrira en guise d'apéritif une petite absinthe. Ouais. Pour revenir aux choses sérieuses, Léonore, quel est l'objectif finalement d'insérer ce genre d'événements d'animation dans des musées? Alors, ça nous permet de mettre en valeur le patrimoine culturel de manière ludique, d'attirer de cette manière-là un public différent de celui qui est habitué des musées. Et ça leur donne comme ça envie peut-être de revenir aussi au musée pour y voir d'autres choses. Le but de l'association, c'est vraiment la valorisation du patrimoine culturel au sens très large. Ça peut être le patrimoine historique, mais littéraire, culturel,
scientifique ou culinaire. Si je peux rajouter quelque chose, c'est qu'on a vraiment cette volonté de rentrer dans l'immersif. Ça veut dire que les gens qui participent à nos soirées, ils oublient qu'ils sont en 2020, mais ils ont vraiment l'impression de plonger en 1920. Et puis, à travers cette immersion, dont on fait appel au sens, à l'imaginaire des gens, on va pouvoir passer des messages tout à fait sérieux, pour le coup, sur qu'est-ce qu'était l'histoire de l'absinthe à cette époque. Tout est dit, mais l'intrigue reste à découvrir. Crime en eau trouble. Mesdames, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis, à la maison, n'oubliez pas donc les dates, le 14 novembre et le 20 février au Château de Nyon. N'oubliez pas de vous inscrire très très vite puisque les inscriptions terminent le 23 octobre. 23 octobre. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Le téléphone sonne et c'est la Bibliothèque sonore des femmes par Julie Gilbert qui rend hommage à des femmes essentielles à la littérature. La Bibliothèque de Nyon accueille l'installation jusqu'au 17 octobre en partenariat avec l'usine à gaz. En plateau, l'auteur et scénariste répond à la question « Pourquoi les femmes des lettres sont-elles obstinément reléguées aux oubliettes de notre histoire ?» Julie Gilbert, bonjour, merci d'être avec nous. Alors comment ce projet est né ? Il part d'un constat. Il part d'un constat, c'est que effectivement, on connaît très mal les autrices, les écrivaines, et pourtant elles existent. On les enseigne peu à l'école, on les lit peu, et en fait, je suis partie de cette idée de me dire, et si tout d'un coup on les connaissait mieux, est-ce que notre imaginaire serait transformé ? Donc c'est pour ça que j'ai imaginé cette bibliothèque sonore des femmes avec donc sous forme d'objets de téléphone où on décroche et on aurait en direct une communication avec alors des femmes autrices qui ne sont plus ici actuellement, qui sont mortes. Donc Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, etc., etc. Mais quand on dit etc., c'est qu'on a envie de dire que la liste est longue, oui. C'est ça. Donc est-ce que c'est vraiment une idée ou vraiment c'est un fait que les femmes sont moins dans la littérature ? Alors, c'est surtout dans l'histoire qu'elles sont moins dans la littérature, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'écrivaines, et puis la littérature écrite par des femmes, elle est extrêmement présente aujourd'hui sur la scène littéraire. Par contre, si on regarde un petit peu du côté du passé, il y a très peu de noms, finalement, qui surgissent. Et puis même celles qu'on connaît, alors je vais justement, si je recite Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, Olympe de Gouges, on connaît leurs noms, mais on n'a pas forcément lu leurs écrits. Et l'idée de cette bibliothèque sonore des femmes, c'était vraiment en fait d'être des passeuses, de donner envie de lire leurs livres pour tout d'un coup, en fait, avoir ce corpus de littérature dans nos imaginaires. Parce que voilà, on connaît Proust, on connaît Victor Hugo, etc. Enfin voilà, tous ces gens qui nous ont complètement nourris dans notre imaginaire, mais si je vous pose la question et je vous dis, alors, quelles sont les femmes qui vous ont marqué en littérature, qu'est-ce que vous répondez, vous ? Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Colette, Marguerite, plusieurs Marguerites. Enfin, voilà, et c'est ça, c'est que moi j'ai le sentiment qu'il y en a plusieurs, donc finalement on se marche un peu là-dessus. Mais quelle est finalement, alors du coup, on prend le contre-pied inverse, quelle est l'histoire de cette littérature féminine ? Dans quel sens ? Qu'est-ce qui fait l'histoire féminine au niveau de la littérature ? En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément de dire qu'il y a une littérature féminine, parce que je trouve que là, on se remet en fait dans une niche, ça redevient tout petit. C'est simplement en fait de refaire venir les femmes dans le corpus général de littérature. Finalement, si tout d'un coup ces noms qu'on évoque deviennent véritablement des objets d'études, je veux dire à l'école, si c'est tout d'un coup des références qu'on a. En fait, moi, mon point de départ de la bibliothèque, c'est que je travaille avec beaucoup de metteurs en scène, de et metteurs en scène. Et à chaque fois, je leur ai posé la question, est-ce que par rapport au nouveau spectacle que tu as fait, est-ce qu'il y a une écrivaine qui t'a vraiment influencé ? Et puis à chaque fois, on se disait, mais bien sûr, c'est évident. Et puis finalement, en réfléchissant, il y avait souvent 2-3 noms qui sortaient, par exemple Hannah Arendt, Marguerite Duras, mais très peu en fait d'écrivaines. Et donc je me suis dit, mais si on remet en fait un petit peu dans notre imaginaire ce corpus, est-ce que tout d'un coup ça transformerait nos façons de regarder le monde, de penser, de s'inscrire dans la société. Donc, et là, le langage est aussi essentiel, parce que vous utilisez le terme autrice. Exactement, parce que autrice, c'est un mot qui existait déjà auparavant, dans les siècles précédents, qui a été effacé à partir du XVIIe siècle. Donc je trouve intéressant de le réutiliser, puisque c'est un mot qui existait dans la langue française. Aujourd'hui, ce corpus, il ne cesse d'augmenter, donc c'est-à-dire qu'il y a peut-être plus de femmes. Vous sentez finalement une évolution ?
Alors, le principe, c'est que au départ, moi, j'ai écrit les 10 premiers textes. Ce qui est vraiment spécifique à cette installation, c'est que donc, ce sont des monologues inventés, comme si on était ces autrices qui sont aujourd'hui plus là, qui sont décédées. Et donc, c'est comme si elles appelaient de l'au-delà. Donc, par exemple, on aurait Ingeborg Bachmann, donc, qui est une autrice allemande incroyable, qui appelle depuis sa mort, d'une certaine manière, pour raconter sa vie, mais aussi pour raconter surtout ce qui était important pour elle, quels étaient ses concepts, ce qui l'a animée en fait pour écrire. Et donc, ces textes, ils sont écrits par des autrices d'aujourd'hui qui choisissent elles-mêmes sur qui elles veulent écrire. Donc moi, j'ai initié en fait le processus, donc j'ai écrit les 10 premiers textes, et puis à partir de là, j'ai commandé des textes à tout un tas d'autrices, plutôt de théâtre, parce qu'en fait, il y a vraiment cette dimension quand on décroche le téléphone, puisque vous avez fait l'expérience, c'est dynamique. Finalement, c'est le public qui va à la rencontre et qui décroche le téléphone. Là, vous appelez finalement les gens à venir, faire la démarche, faire autrement. Exactement. C'est tout d'un coup, on se retrouve devant le téléphone et on décroche et on a vraiment, peut-être, justement, une de ces autrices. Alors là, à la bibliothèque de Nyon, on a 16 téléphones, si je ne me trompe pas. Le corpus entier, il est pour l'instant de 27 téléphones. Et effectivement, là, par exemple, il y a un nouveau texte d'Hélène Bessette, qui est une autrice hyper intéressante, très peu connue, qu'on a très peu lue. Et donc là, si vous décrochez le téléphone, vous pouvez entendre Hélène Bessette qui vous parle de ce qu'elle a écrit et de sa vie. Du coup, le projet tourne depuis 2 ans. Est-ce qu'on pourrait dire que le pari est réussi lorsque on décroche et qu'on n'a plus besoin de ses téléphones ? Ça serait pas mal, ça. Mais c'est surtout que le pari réussi compte, comme à la bibliothèque de Nyon, tout d'un coup, en raccrochant le téléphone, on a très envie d'aller lire toutes ces autrices. Parce que c'est ça le but, c'est qu'on les lit, c'est qu'on les découvre, c'est vraiment des autrices incroyables. Ça permet aussi de découvrir toutes les autrices qui ont écrit ces textes, qui sont des autrices de théâtre d'aujourd'hui. Voilà, il y a Marie Fourquet, qui est une autrice d'ici, il y a Antoinette Richner. Voilà, il y a 27 téléphones, il y a 27 textes. Et il y a 17 autrices contemporaines. Et puis aussi, il y a toutes ces comédiennes qui nous ont permis de faire entendre toutes ces voix. Et vous nous avez cité beaucoup de classiques. Pour terminer, si on peut citer peut-être un nom d'autrice, la dernière que vous ayez lue, ou peut-être le coup de cœur que vous conseillez. Alors, Fadwa Suleiman, qui est une autrice syrienne, qui était une femme aussi, qui était comédienne, qui était militante et qui a écrit, qui est morte il y a 1 an et demi et à Paris, et qui était une femme absolument extraordinaire. Elle écrit des très très beaux poèmes. Et voilà, il y a un très beau texte qu'on peut entendre à la bibliothèque de Nyon. Julie Gilbert, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Il y a à la maison donc la bibliothèque sonore à découvrir à la bibliothèque de Nyon jusqu'au 17 octobre. Entre avril et mai, les rues sont désertes. Nyon devient alors le terrain de jeu idéal pour 3 réalisateurs nyonnais qui en font un studio grandeur nature. Samedi 10 octobre à 11h au cinéma Capitole de Nyon, ils présentent 2 Klinsmann. 2 d'entre eux sont aujourd'hui avec nous. Bonjour, merci d'être là. Et on salue évidemment Julien qui nous regarde de l'autre côté, qui vous soutient. Eh bien, j'aimerais commencer. Je ne sais pas qui se lance. Ce film, comment est-ce que tout part ? Alors, on est un groupe qui travaille ensemble depuis des années. Et effectivement, là, on avait l'opportunité, vu le confinement, de se retrouver, d'avoir un peu plus de temps libre que d'habitude. Donc, on s'est appelé, on a skypé plein de fois pour se dire que voilà, il est temps d'écrire un nouveau scénario et de profiter d'une situation plutôt exceptionnelle, des rues vides, des espaces disponibles qui ne le seraient normalement pas. Ouais, c'est le rêve quand on est réalisateur de voir toutes ces rues vides à nous, pouvoir les utiliser. Comment ça s'est passé ? On a déjà fait des films, mais on devait toujours les faire en forêt parce qu'on a peur des gens qui viennent regarder la caméra. Et là, on s'est dit, c'est parfait, les rues seront vides. Et on est habitué à tout faire dans une petite équipe. On n'a pas besoin de mobiliser beaucoup de monde. Et comme ça, on a pu aller tourner dans les rues et construire un scénario qui se passe en ville. Et ça, c'était un rêve de mettre en image notre cité. Ouais, mettre Nyon à l'honneur. À 3, vous avez tout réalisé de A à Z avec quelques petits défis, le son notamment. Exactement. Alors, plein de défis, parce qu'évidemment, à 3, ça ne suffit pas vraiment pour être une équipe technique, plus des acteurs et tout le reste, mais d'une façon ou d'une autre, on s'en est sorti. Donc, effectivement, c'est un défi. On a réussi à créer des personnages qui soit interagissent de façon limitée, soit ne sont pas tous réunis devant la caméra en même temps. Donc, on a arrangé le scénario de façon intelligente pour nous permettre d'occuper tous les rôles à la fois, en fait. Et vous jouez justement un rôle à l'intérieur, un personnage assez précieux, je ne sais plus son nom. Il s'appelle Jim. Jim, effectivement, et il a son partenaire Sheldon, qui n'est pas avec nous, mais qui, j'espère, vous verrez dans le film. Et effectivement, c'est un personnage, alors les deux sont des personnages anglais, expats, un peu particuliers.
un peu précieux, un peu délicat, un peu bourgeois anglais quelque part. Et c'était très drôle d'incarner ce personnage. Et effectivement, ils ont une vie secrète qu'on n'imaginerait pas tout à fait. Parce que vous aviez fait des cours d'acteur aussi? Ou du coup vous êtes lancé dans une nouvelle carrière? Alors non, on a déjà fait pas mal de théâtre par le passé, on a déjà fait plusieurs courts-métrages, donc c'est quelque chose qu'on fait, même y compris des sketchs comiques depuis qu'on est adolescent, donc ça fait quand même bien des années qu'on est là-dedans. Ça s'appelle The Klinsmann et c'est là et ça va voir au Cinéma Capitole. Du coup Yann, quel était votre rôle dans ce film? Moi, je m'assurais de la production quand ils étaient acteurs, parce que quand on est devant la caméra, on ne peut pas tout gérer derrière la caméra. Par exemple, le cadre, le son. Il faudrait plutôt que tu dises cette phrase de cette façon. Ou bien, est-ce que tu as mis la montre au bon endroit? Donc j'étais aussi script et cadreur. Faire attention à tous les raccords. Exactement. Et puis, alors, ils le faisaient aussi eux un peu, parce que tout seul, c'est impossible de faire 10 métiers en même temps. Mais c'est vrai que quand on est assis pour faire son rôle et puis qu'on doit se concentrer sur tout ce qu'on doit déjà faire pour être bien, on ne peut pas gérer les aspects techniques. Et donc, j'étais beaucoup dans l'organisation. Mais de toute façon, sur le reste, on a vraiment tout fait à 3. On a monté ce film à 3, on l'a écrit à 3, on s'est à chaque fois vu les 3 pour décider à l'image près où est-ce qu'on coupait, quelle musique on choisissait. Ouais. Tout a été fait à 3, donc en fait, il n'y a pas vraiment de rôle à dispatcher. Ouais. Disons que... Mais je vous comprends très bien, parce qu'en RT, ça fonctionne exactement comme ça, on est 3, donc je sais de quoi vous parlez. Eh bien, à la maison, pour que vous soyez convaincus, je vous propose quelques images. Early 2020, the world was struck by the COVID-19 pandemic. I remember when this all first started, we didn't take it too seriously. So, since that time, how have things evolved? Well... My name is Jim, and this here is my partner, Sheldon. Et finalement, Yann, voilà, on vient de voir les images, mais c'est aussi à vous que l'on doit cet événement ce samedi au Cinéma Capitole, puisque vous en faites un réel événement, j'ai envie de dire. On peut dire ça ou pas? Oui, c'est un événement public, c'est une première officielle, donc c'est ouvert à tous. C'est une comédie, il n'y a pas d'âge. Et puis on a pris la grande salle, donc on espère qu'elle sera pleine. Vous comptez la nettoyer avant? Toutes les précautions seront prises, ça c'est clair. Ouais. Oui, on est d'ailleurs suivi par une juriste, et donc tout va bien marcher, c'est Corona safe. Voilà. C'est la seule personne qui n'est pas invitée, c'est le coronavirus. Voilà. Ouais, voilà. Lui, on le laisse au placard. Dernière question, j'ai envie de dire, est-ce que vous avez d'autres projets en cours qui viendraient? Parce que j'imagine que ça vous a donné d'autres envies? Alors, certainement. Et la question, on va certainement poser une question au public quant à quelle direction, s'ils apprécient ce film et quelle direction, si on continue avec ces personnages. Est-ce qu'on part dans d'autres directions? Parce qu'on a déjà plusieurs scénarios de prévus et prêts à partir. Donc, à voir aussi quand nous, on peut se réorganiser, se retrouver en fonction. On n'a pas d'agenda précis. Ouais. Peut-être être plus, appeler d'autres gens aussi à vous rejoindre dans l'équipe ou pas forcément? C'est toujours l'ambition, effectivement. Et à chaque fois qu'on fait un événement comme ça, il y a toujours plein de gens qui se présentent comme étant partants pour participer à ce genre de projet, ce qui est super. Là, évidemment, on a dû être restreint parce que les restrictions de cette année ont fait qu'on ne pouvait pas se regrouper en groupe comme on l'aurait souhaité. Mais effectivement, à l'avenir, on aimerait avoir la plus grande équipe possible et puis s'étendre au maximum quelque part. Ouais. Ouais. Samuel, Yann, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à Julien de l'autre côté et à la maison. Donc n'oubliez pas The Klinsmann à voir au Cinéma Capitole ce 10 octobre à 11h. C'est tout pour la culture. On se retrouve très vite pour plus d'aventures et pour plus de culture, vous le savez.